Bonsoir à tous, chers auditeurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle émission Quitter le Mordor, dans laquelle nous allons parler de la Suisse. De la Suisse, hein, c'est un pays que vous nous avez beaucoup demandé. Eh bien, le voici avec Flo que je reçois ce soir. Bonsoir Flo. Mais bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être parmi nous ce soir. Donc, je te présente rapidement, tu as 31 ans. Tu es expatrié en Suisse dans le canton de Vaud depuis 7 ans Exact, et tu es tout à fait, prof d'histoire. tout à fait. Tu as également une maîtrise en droit et Oui, un master, un master, pardon. Tu es référent brave, voilà, pour la Suisse. tout à Est-ce, fait. est-ce que ma présentation te convient? Est-ce qu'elle est correcte? On ne peut plus juste. Bon, parfait. Alors, je te propose que nous passions à une première question sans plus attendre. Alors, elle sera la suivante. Est-ce ta première expatriation? Et si oui, quel en a été l'élément déclencheur? Oui, alors tout à fait, ça a bien été ma première expatriation. À vrai dire, c'est une idée qui est née, de la rencontre, enfin la rencontre intellectuelle, on va dire, de Daniel Conversano que j'ai découvert, voilà, sur YouTube et cetera, puis qui a parlé de cette possibilité d'expatriation. Puis c'est vrai que comme on dit souvent, ce qui est pas formulé, bah, n'est pas pensé, et c'est vrai que de l'entendre formuler, bah, ça le fait penser. Et du coup, et bien du coup, je me suis expatrié, assez rapidement, je me suis expatrié en Suisse, donc assez rapidement après avoir pris conscience de tout ça. L'élément déclencheur, il a été simple en fait, heu ça a été une réflexion qui, on va dire, a mûri, a maturé dans mon cerveau pendant un petit moment, mais l'élément déclencheur vraiment, ça a été, la crise covid. Alors non pas que je sois particulièrement, stressé par, tout ce qui est, covid, gestion de l'État et cetera, mais c'est juste que, moi au moment de la crise covid, en fait, je vivais, en France. Et à côté de chez moi, vraiment à côté de chez moi, bah, il y avait la Suisse. Et il s'avère que, en fait, la Suisse, les gens avaient le droit de sortir dans la rue pendant, pendant la crise et cetera, et nous, on commençait à avoir des enfants et tout, et on s'est dit: «Purée, c'est la première vague de confinement, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres, il faut absolument qu'on se tire de là, parce que ça va être l'enfer encore, les prochaines fois». Et donc en 4 à 4, en fait, on a pris nos clics et nos claques et on s'est expatriés, on est parti en Suisse, quoi. Donc l'élément déclencheur, ça a été vraiment, le confinement, heu, ouais, le confinement, l'impossibilité de faire quoi que ce soit, sans une signature, tous les 2 mètres et cetera. Ça a vraiment été un voilà, vraiment un déclencheur. Et puis voilà, on s'est expatriés donc en septembre, en fait, on s'est expatriés en septembre 2020. En Suisse, on est rentré, mais moi j'étais déjà en Suisse depuis un moment pour les études et cetera. Mais c'est vraiment en 2020 qu'on s'est installé. C'est pour ça que je compte 7 ans parce que j'y étais déjà avant, mais c'est 5 ans pur vraiment d'expatriation, quoi. Ok, donc on est vraiment sur un élément déclencheur de liberté, en fait, de rapport à la liberté, si j'entends bien ce que tu dis, Flo. Exactement. Ouais, de liberté, ouais. En fait, c'était la goutte d'eau, quoi, parce que c'était déjà insupportable, avant ça, la France, on va dire. Mais là, je me suis dit: «Purée, c'est juste pas possible». Nous, on a des gosses, on peut pas se permettre de rester coincé là, pendant encore, voilà, le confinement à l'époque, ça durait plusieurs mois, quoi, donc c'était juste pas possible, quoi. Très bien. Et je le comprends tout à fait. Je pense que d'ailleurs beaucoup d'expatriés en fait ont comment dirais-je franchi le pas après le Covid. Je pense d'ailleurs à l'excellent Arnaud que je salue, Arnaud que j'ai déjà reçu dans une autre émission Quitter le Mordor et qui a suivi exactement le même schéma que toi, en tout cas qui a eu le même élément déclencheur, à savoir, eh bien, il est parti aux États-Unis suite au premier confinement, je crois. Oui, c'était vraiment entre le premier et le deuxième confinement, hein. Il a vraiment plié bagage, il avait un petit peu évidemment préparé le terrain avant, mais même Mmh. schéma, et je pense que c'est un schéma qui est beaucoup quand même revenu chez les expatriés. Voilà, je sais pas si les chiffres le montrent vraiment, parce que je sais qu'il y a toujours une difficulté à regarder les chiffres de l'expatriation en France,
puisqu'il n'y a pas forcément, à ma connaissance, de chiffres infaillibles sur le sujet, puisque déclare, ne déclare pas. Bon, je ne sais pas comment ça se passe exactement pour compter les chiffres, mais il devrait y avoir effectivement Parce une... que un chiffre que j'ai vu récemment qui est assez inquiétant pour la France, mais en tout cas qui en dit long, c'est que, aujourd'hui, à peu près 20 des ingénieurs diplômés en France se tirent. Donc ça donne un ordre de grandeur à peu près du mouvement qui est en train de se passer en France, en tout cas chez les diplômés, quoi. Si j'étais taquin, je dirais, mais que font les 80 autres qui restent? Ouais, C'est- la question se pose. La Moi, je question se pense pose. il y a il y a un vrai fatalisme, chez les gens de se dire, Oui. «Bah, on est là, on peut quand même pas bouger». Bah, si, mais c'est dur c'est un sujet d'angoisse, en fait, pour les gens, le fait de partir parce que voilà, ça «Mais je peux pas, et ma famille et ci et là». Voilà, faut sauter le pas. C'est vrai que une étape quand même, mais voilà, je pense que c'est Et puis je pense que c'est souvent vécu comme une fuite et non pas comme un renouveau, une manière d'aller gagner ailleurs. C'est un truc qui est vu comme un truc de loser alors que c'est tout le contraire. Euh, et je pense oui. que là-dessus, enfin évidemment qui est vu de l'intérieur, qui est vu par les Français non expatriés comme un truc de loser, comme un truc de fuyard, hein, on l'entend beaucoup même à droite, Mmh. euh, et absolument pas comme un truc qui va nous permettre de rebondir dans la vie, quoi, qui va nous permettre d'avoir une vie plus sereine, plus apaisée, selon ce que l'on Ouais, ouais, cherche à l'étranger. Ok, ça donc c'est clair. ça m'amène à une deuxième question. Quelle a été ta première impression en arrivant en Suisse? Et est-ce qu'elle s'est confirmée par la suite? Mais ça, ce sera une question subsidiaire. Déjà, quelle a été ta première impression en arrivant en Suisse? Ma première impré alors, bon, je vais prendre la 1re impression du moment où je me suis installé vraiment en Suisse parce qu'avant j'étais à Genève, c'est une ville étudiante, puis je vivais comme un étudiant. Alors j'ai envie de dire qu'il y a pas vraiment d'impression à ce moment-là. Mais lorsque je suis arrivé en Suisse pour la première fois, on a débarqué dans un petit village dans le canton de Vaud entre Morges et Nyon, en gros. Et puis, et ben, premièrement, la disparition, de la vision des femmes voilées, et la gentillesse des gens. C'était 2 choses que j'ai remarquées, qui m'ont surprise, tout de suite. Et ça a fait en fait, ça m'a fait plaisir de voilà, de voir des gens sympathiques, les gens disent bonjour, les gens nous disaient bonjour dans la rue, même les enfants qui allaient à l'école et cetera. Et c'est des choses toutes bêtes, mais qui finalement, et ben, quand on les a pas, on se rend pas compte à quel point ça fait plaisir de les avoir, en fait. C'est un peu l'esprit, ce que tu m'évoques, hein, c'est l'esprit village français, mais à l'ancienne, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, et puis, ah oui, non, voilà, alors, je repense là, il y a vraiment quelque chose qui m'a choqué quand je suis arrivé, c'est que en fait, je me baladais, parce que je venais de m'installer, je me baladais, j'allais à la déchetterie et je me baladais, du coup, pour aller dans la déchetterie, il fallait passer dans la campagne vaudoise et dans la campagne vaudoise, à un moment, je tombe devant une espèce de ouais, une pancarte avec et c'était écrit, «Prunes à disposition», c'était la saison des prunes, «Prunes à disposition, servez-vous et payez». Et en fait, il y avait personne et il y avait juste une caisse avec, une boîte, où tu déposais ton argent ou alors un QR code que tu pouvais scanner pour envoyer de l'argent et je me suis dit: «Purée, mais c'est incroyable, en fait». Alors ça, pour le coup, en France, ça j'ai presque jamais vu ça et ça faisait au moment où je l'ai vu, ça faisait des années que je l'avais pas vu au point que j'avais oublié que ça existait. Donc ça devait faire peut-être, 20 ans que j'avais pas vu un truc pareil. D'ailleurs, j'avais ja en fait, non, j'ai presque jamais vu et ça m'avait c'est un des trucs qui m'avait scié, quoi. J'étais là, c'est ah d'accord, en fait, il y a un niveau de confiance tel qu'on laisse une boîte pleine d'argent dehors et puis on dit aux gens de se servir pour, heu, pour avoir des fruits, quoi. Donc ça a été, ouais, ça a été une surprise toute bête, mais une fois de plus, on rejoint le niveau de gentillesse et en tout cas de confiance entre les gens qui fait que, quand on découvre ça, on est là: «Waouh! Ah ouais, d'accord». Oui, alors bon bah la confiance sociale, il y a une étude qui était très drôle, qui a été menée, que j'avais j'ai eu l'occasion de lire, je sais pas si tu en as eu connaissance, euh, quelqu'un qui s'est renseigné sur l'indice de confiance sociale, hein, qui est observable scientifiquement, etc. Enfin on prend plusieurs facteurs, etc. Et la personne était un gauchiste, un scientifique plutôt sociologue de gauche, etc. Enfin tu vois le genre,
qui cherchait à Mmh. démontrer qu'il n'y avait pas de corrélation entre, ou plutôt même qu'il y avait une corrélation positive entre l'indice de confiance sociale et la diversité. Donc sa théorie, ce qu'il voulait démontrer à la base, c'est que plus il y avait de diversité, plus il y avait de confiance sociale. Et donc il a mené son étude, et ses conclusions étaient l'inverse de ce qu'il avait supposé à l'origine. Eh bien je le salue puisqu'il a eu l'honnêteté de publier, alors je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas il a quand même publié, et voilà, donc une étude, je crois c'est Richard, un nom en P, je pourrais retrouver si ça intéresse les auditeurs, mais voilà, sachez que eh bien il y a des preuves scientifiques aujourd'hui de la corrélation négative entre l'indice de confiance sociale et l'homogénéité, et plutôt l'hétérogénéité ethnique plutôt. Ok. Ouais, je crois qu'on trouve, d'ailleurs cette étude dans le livre, «Si nous ne faisons rien» de Jared Taylor. Il la mentionne Ah, et je ne Maud l'ai pas Malin lu. en a fait une revue aussi. Je ne l'ai pas lu, mais il faut que je le lise, ça fait partie des bouquins que je dois lire. Eh bien, je suis ravi que cette étude, ça fait partie des études qui sont précieuses, même si évidemment il y en aura de nouvelles, puisque nous récupérons du terrain. Ah, 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 tremblez, gauchistes. Très bien. Donc effectivement, oui, on le voit également d'ailleurs dans les pays d'Asie, en Corée. En Corée du Sud, je sais qu'il y a également des dispositifs très proches, où il y a un indice de confiance sociale qui est tellement élevé que finalement les gens laissent des billets sur le comptoir, qu'il n'y a pas besoin d'agents de sécurité. Enfin, les agents de sécurité, à mon avis, en Corée du Sud, sont tous au chômage, hein. Euh, non mais voilà, c'est vrai qu'il y a des pays comme Une ça où... profession en crise. Mais c'est très bien, encore une fois, je pense qu'il y a, il y a des métiers, quand ils sont au chômage, c'est plutôt un bien pour la société. Euh, Ah ouais, c'est sûr. En tout cas, alors, c'est un marqueur d'une société qui va bien, quoi. d'une société qui va bien, qui est harmonieuse, de toute façon, comme tu l'as dit, hein, c'est une impression, on nous dit souvent, oui, mais c'est un ressenti. C'est le sentiment, c'est le ressenti. Mais ça compte puisque Mais oui. ça nous dit quelque chose, à moins qu'on considère que les gens soient fous. Soit les gens sont fous, et auquel cas leur ressenti ne correspond pas à la réalité, ce sont des irrationnels, ce sont des originaux, ce sont des déments, soit en fait leur ressenti correspond à ce qu'ils observent, et ce qu'ils observent est une fraction du fait social. Voilà. Peut-être qu'un Mmh. jour, j'en place une pour Dupont-Moretti, peut-être qu'un jour faudra se pencher là-dessus. Alors, une troisième question. Donc j'ai cru comprendre qu'en Suisse, le système d'accession à la propriété était assez contraignant. Peux-tu nous en dire plus, et penses-tu que c'est justifié? Alors le système, oui, c'est contraignant. Alors, il y a 2 choses en Suisse. C'est premièrement, quand vous voulez accéder à la propriété, en gros, il faut emprunter, à moins que vous soyez riche, ce qui est possible, mais si vous êtes pas riche, vous devez emprunter. Et emprunter, ça veut dire que vous et les exigences pour emprunter, c'est en gros, vous devez amener au minimum 20 de fonds propres sur le bien que vous voulez acheter. Donc si vous voulez acheter un bien à 1 000 000, vous devez amener 200 000 francs de fonds propres et puis le reste, vous êtes pas obligé de l'avoir, mais il y a un gros mais, c'est que vous devez avoir des revenus suffisants pour couvrir une charge théorique qui est calculée par la banque, en fait, et qui se monte à peu près à, on va dire, 7 d'intérêt annuel, et voilà, 7 d'intérêt annuel de la somme que vous voulez emprunter et ça ne doit pas représenter plus de 33 de votre loyer de vos revenus. Donc ce qui fait que si vous voulez emprunter beaucoup, et en fonction de la région, en fait, en fonction de la région où vous êtes, c'est très compliqué d'acheter parce que moi, par exemple, dans la région où je suis, dans le canton de Vaud, une maison pour une famille avec 2-3 enfants, et ben, c'est tout de suite 1 500 000 francs, 1 800 000 francs. Ça va très vite, c'est des gros montants et ces gros montants impliquent que même si vous amenez un apport conséquent, que vous gagnez énormément d'argent. Donc il y a 2 possibilités, soit, l'accès à la propriété est pas impossible, hein, soit vous reculez en fait en Suisse, un peu plus profonde, ça va être par exemple le canton de Fribourg, le Nord vaudois, le Gros de Vaud, oui le Gros de Vaud, canton de Fribourg, les intérieurs des terres de Berne et cetera, où là vous allez avoir des maisons au prix quasiment de ce que vous trouvez à la frontière suisse côté français, d'accord? Donc des maisons à 1 million et cetera, ou alors vous avez des revenus, des très gros revenus et vous pouvez acheter à peu près n'importe où. Maintenant, est-ce que c'est justifié? Alors les banques font ça, justifient, le fait, de mettre de telles exigences parce qu'il y a eu une crise immobilière monstre en Suisse. Alors les Suisses se sont, dans les années 90,
Donc les Suisses se sont dit, «Plus jamais ça», en gros, et ils ont mis des conditions, plus drastiques à, l'obtention de prêts hypothécaires. Que dire? Moi je trouve que les banques exagèrent puisque de toute façon elles ont une hypothèque, donc au pire elles peuvent se repayer avec la maison et le marché de l'immobilier fait que de grimper. Donc c'est dur de poser un jugement de valeur dans ce domaine-là, mais en tout cas le minimum que je peux dire c'est qu'effectivement, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué de devenir propriétaire en Suisse. Donc est-ce que selon toi ça doit être un frein pour par exemple des gens de la classe moyenne? Est-ce qu'ils resteront dans une situation entre guillemets précaire, dans le sens où on peut considérer le fait de louer indéfiniment comme une situation un peu précaire sur le plan immobilier, ou est-ce qu'il y a des solutions un peu alternatives malgré cette réalité légale en Suisse sur l'achat immobilier? Je dirais que quand même alors la classe moyenne honnêtement, je pense que la classe moyenne peut, en tant que personne de la classe moyenne, on peut se débrouiller pour au final quand même, heu heu, accéder à la propriété parce que mais là, il faut être prêt à quelques concessions, comme par exemple, ne pas habiter au bord du Léman quoi, en gros. Si vous reculez un peu en Suisse, il y a moyen d'acheter quand vous êtes de la classe moyenne. Il y a vraiment des opportunités, heu, donc je dirais pas que c'est rédhibitoire, mais voilà, vous pourrez pas être forcément à plus de à 10 minutes d'un centre-ville, vous pourrez pas être, collé à une grande ville, vous devrez être prêt à voilà, à vivre à la campagne, à être si vous travaillez tous les 2, à avoir tous les 2 une voiture et cetera. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible et en tout cas, c'est pas ça qui devrait arrêter un départ une expatriation en Suisse. Très bien. Alors parce que là, par exemple, tu annonçais une brique, hein, tu annonçais 1 million pour des propriétés à taille humaine, hein, donc pour deux enfants, c'est ça que tu m'avais dit. Euh, Ouais, ouais, de donc alors, si on recule dans les terres, est-ce que on descend en dessous du million quand même? oui. Oui, 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 on peut descendre en dessous du million, si on va dire, si on prend une maison de, je sais pas, 90 ou 100 m², on peut arriver à des, 700 000, 800 000 francs pour avoir quelque chose de tout à fait correct, quoi. Donc c'est possible. Après voilà, ça paraît des gros chiffres comme ça, mais faut se dire que les salaires sont si on prend un salaire de classe moyenne, je sais pas, on va dire imaginons un travail de personne de la classe moyenne typique, je vais prendre comptable. Un comptable en Suisse, c'est vite 6 000 francs, bruts par mois, quoi. Donc c'est aussi dans cet ordre-là qu'il faut se mettre, quoi. Oui, si on réfléchit comme ça fait 60 000 par an. Alors je parle avant impôt, mais 60 000 par an, 60 000 par an, donc sur 10 ans, 600 000. Sur 10 ans, on a le début d'une petite maison, quoi. Voilà, exactement et puis sachant que en plus, en Suisse, quand on cotise à la en fait, la retraite, c'est par capitalisation, en grande majorité, donc il y a en fait, tout l'argent qu'on met de côté pour la retraite, qui est prélevé, automatiquement. En fait, il y a la possibilité de le mettre en gage pour, acheter la maison. Donc, il y a aussi des systèmes comme ça qui permettent de contourner un petit peu les règles, un petit peu en tout cas d'aider. Donc, voilà. C'est si on met on va se dire que si on met, t une fois les déductions, légales faites sur le salaire, qu'on se dit: «Allez, chaque mois je mets encore 1 000 francs de côté», bah, en fait, on met pas vraiment 1 000 francs parce qu'on met 1 000 francs plus ce qu'on a déjà mis de côté pour la retraite qui peut être, reversé dans la maison, en fait. Ok, donc oui, effectivement, ça peut paraître prohibitif quand on donne les chiffres comme ça à des Français qui gagnent 2 000 € s'ils ont de la chance. Je plaisante à peine, j'aimerais plaisanter plus. Mais effectivement, voilà, calqué sur les salaires suisses, si vous êtes en couple, hein, imaginons que vous êtes tous les deux comptables, 60 000 ça fait 120 000, encore une fois avant impôt, acheter devient possible. Acheter devient possible. Ok, ok, Voilà, ok. simplement, ça pourra pas être fait tout de suite, quoi. C'est juste ça, faut être prêt à attendre un peu ou et puis après en fonction du métier que vous faites, dites-vous que quand là dernièrement, j'ai vu des informations passer concernant ce que gagnaient les ingénieurs en France, par exemple. C'est, tout bonnement scandaleux. Je veux dire, je vois des ingénieurs qui passent pas la barre des 3 000 € en France. Un ingénieur en Suisse, j'ai un copain qui travaille, dans l'intelligence artificielle, par exemple.
il est arrivé en Suisse, on lui a proposé, c'était tout de suite 100 000 francs, 120 000 francs par an, hein. Donc voilà, Oui, on respecte la compétence, tout simplement. voilà. Très bien, donc, alors ça m'amène à une autre question. Notre chère Sarah, qui est également résidente suisse, nous avait confié lors d'une précédente émission que la Suisse, c'est surtout pour être tranquille, mais que c'est un mauvais plan pour mettre de côté. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que finalement la Suisse, bon, c'est surtout pour la tranquillité? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier, par exemple, quand on va dans des pays de l'Est, on a beaucoup d'expatriés dans les pays de l'Est, dans les pays de l'Est, on sait qu'on va profiter d'une monnaie forte, ou plutôt que nous, on va arriver avec une monnaie forte et qu'on va profiter, entre guillemets, d'une monnaie faible. Est-ce que quand on arrive en Suisse, il faut se mettre dans la tête que ça va être plutôt le contraire, et que donc on va devoir un peu sacrifier, comment dirais-je, à notre largeur financière pour eh bien, bénéficier de la qualité de vie suisse? Heu, Tout dépend parce qu'il y a la possibilité de il y a des possibilités en Suisse de faire, heu, il y a, t en fait, tout dépend du métier qu'on fait, mais le coût de la vie est plus cher, c'est certain, mais on gagne plus. Moi, je pense qu'il y a quand même la possibilité de mettre de côté. C'est compliqué à répondre comme question. Ça là, pour le coup, ça dépend vraiment de la situation, du métier de la personne. C'est vrai que si quelqu'un vient pour faire un boulot manuel, rémunéré, on va dire, basse rémunération pour la Suisse, ça va être, ça va pas être, comment dire? Ça va pas être, Monaco, quoi. Il va devoir vivre, normalement, sans galérer, mais il va falloir faire attention et cetera. Et on c'est pas comme si, il débarquait en digital nomade, qui travaille, en France et puis qui vit en Europe de l'Est, c'est certain. Mais oui, la tranquillité, mais pas que quand même, enfin après c'est un lot, c'est un tout, quoi. C'est un ensemble de choses. C'est dur à répondre comme question parce que vraiment dès qu'on passe la barre des boulots moyennement rémunérés, en fait, je trouve qu'on peut très vite mettre beaucoup de côté, très vite mettre beaucoup de côté en Suisse, quoi. Ok, intéressant. Une réponse nuancée, donc c'est intéressant. Penses-tu que la Suisse puisse résister aux vagues migratoires du 21e siècle et rester un pays agréable à long terme? Et question subsidiaire, les Suisses sont-ils aussi défensifs avec les extra-européens aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avec les Allemands à l'époque du réduit national? Ah, c'est un peu taquin volontairement. Hem, non, et bon, on est en Occident, hein, ça c'est clair que ça reste un il y a un vrai problème avec, le problème du comment dire? Du parti nationaliste en Suisse, c'est qu'il est très focalisé sur les questions de souveraineté, de lutte contre les empiètements, de la souveraineté de l'Union européenne et un peu moins de, comment dire? Pas d'exigence, mais, le sujet de l'immigration extra-européenne en tant que telle revient peu, voire pas. Heu, donc moi je pense que la Suisse, elle a vraiment rien de ça reste un pays extra-européen, un pays occidental comme un autre, malgré tout. Mais l'avantage qu'il y a en Suisse, c'est, le fonctionnement, des référendums et la possibilité pour le peuple de voter sur des textes ou de faire voter sur des textes que des politiciens lambda, on va dire, n'auraient, jamais eu soit le courage, soit, l'audace de proposer, quoi. Très bien, je vois un peu effectivement l'idée. Donc c'est une droite nationale qui est adaptée peut-être aux enjeux suisses, hein. J'imagine que les problèmes ne se posent pas de la même manière en Angleterre, en France, qu'en Suisse tout de même. Non, non, c'est après la Suisse, j'ai envie de dire la Suisse les partis nationalistes suisses ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire que, heu, pour l'instant la vraie menace ou le vrai sujet, ça reste plus l'Union européenne que, heu, l'immigration extra-européenne pour l'instant, hein, bien sûr, parce qu'en fait, ils ont la chance de ne pas avoir beaucoup, d'immigration européenne à ce stade, tout simplement. Donc, chez certains
C'est plus une angoisse existentielle, le fait que la l'Union européenne vienne empiéter avec cette tradition suisse, de lutte pour l'indépendance contre les grands empires, hein, puisque c'est sur ça que s'est fondée la Suisse finalement, la lutte contre les Habsbourg. Donc ouais, malheureusement, il y a un virage à prendre pour le parti national, suisse qui n'a pas encore été pris, quoi. Mais je ne désespère pas qu'il va le prendre, surtout qu'ils doivent se rendre compte qu'à chaque fois qu'ils proposent un sujet de référendum, eh bien, à chaque fois qu'ils proposent un sujet de référendum et que, ça touche à l'Union européenne, ils perdent, alors que quand ils proposent des sujets, identitaires, ils gagnent. Donc un jour, ils vont le comprendre, je suis sûr et rester, focus là-dessus, quoi. On leur souhaite évidemment que ce soit à temps. Ouais, Alors, c'est toujours ça le problème. bah oui, 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 non, je pense que donc j'en profite pour saluer Daniel qui disait lors de notre entretien, il y a cette, comment dirais-je, cette tension finalement entre ceux qui savent et qui se barrent parce qu'ils savent, et ceux qui ne savent pas encore et qui accueillent parce qu'ils ne savent pas. Et Exactement. donc c'est vraiment le problème, c'est que l'immigration, ça se fait au contact, quoi. Tant qu'on n'a pas contacté, vraisemblablement, on est plutôt favorable, hein. C'est peut-être comme ça. Et Les peuples européens sont plutôt comme ça. Alors, bon, on n'est pas là pour déprimer, donc on va rebondir sur des questions un peu plus fertiles au sens propre. Est-ce un pays, la Suisse, où il est facile de faire des rencontres en tant que jeune célibataire, moyen, dirons-nous, c'est-à-dire sans particulièrement de grande fortune, ni de yeux bleus scintillants absolument exceptionnels? Le jeune homme moyen, heu, est-ce qu'il peut trouver son bonheur, ou la jeune femme d'ailleurs, moyenne, euh, peut-elle trouver son bonheur en Suisse? question, question compliquée, hein, parce que les Suissesses, ont à disposition, beaucoup de garçons, avec, des bonnes situations. Donc mais en même temps, je les trouve assez avenantes et sympathiques. Donc je dirais que c'est propice quand même, mais c'est pas, non plus, donné. C'est pas ça reste La Suisse reste un pays occidental malgré tout, hein. Mais je dirais qu'il y a une certaine, peut-être une candeur due au fait qu'il y a pas en les relations n'ont pas encore été trop gâchées par, le stress dû à l'immigration extra-européenne et justement on en parlait, au manque de confiance sociale. Il y a encore pas mal comment on peut appeler ça? D'associations de jeunesse, dans les villages, il se fait encore beaucoup de choses, les gens se rencontrent encore beaucoup. Donc il y a quand même, des possibilités de rencontrer, mais c'est certain que c'est pas l'endroit le plus simple qu'on puisse connaître en Europe pour, les relations, heu, filles-garçons, quoi. Ok, ok, ok. Bon, bah, moi, j'y vois quand même un message plutôt d'espoir, hein. C'est-à-dire qu'il y a encore un tissu social, ce qui tend à ne plus exister en France dans beaucoup d'endroits, malheureusement. Donc, c'est plutôt positif. Moi, j'en tire quelque chose de plutôt positif. Messieurs, n'hésitez pas. Alors, Oui, oui, comment être bien vu? Oui, je retiens le positif, hein. non, mais tu fais bien, Voilà. tu fais bien. Donc, comment être bien vu des Suisses qui, paraît-il, sont assez inamicaux à l'égard des Français pour des motifs qui sont sûrement légitimes d'ailleurs, il faut bien le dire. Certain. Et bah, écoute, moi, j'ai jamais eu de problème avec les Suisses, en fait. Cette légende du Suisse, odieux envers les Français, en fait, est basée, uniquement sur bah, moi, uniquement sur le fait, mon opinion, c'est que ça se base uniquement sur le fait que les Français, heu, que les Suisses rencontrent, en fait, sont méprisants envers les Suisses et alors même que leur situation ne leur permet pas, d'être méprisants, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours, en fait, quand les Suisses ont critiqué la France, à chaque fois, c'était pour des raisons, objectivement vraies. C'est-à-dire, soit vous êtes tout le temps en grève ou alors ce genre de réflexion, quoi. Vous êtes tout le temps en grève,
vous travaillez pas, vous travaillez pas assez, tatati, c'est dangereux, c'est sale chez vous et cetera. Enfin, c'est à chaque fois, moi, je me sers de ces réflexions, pour faire avancer, mes idées et dire: «Oui, c'est vrai, vous avez raison et savez-vous pourquoi c'est devenu comme ça? Parce qu'on est socialiste et parce qu'on a accueilli le tiers-monde». Donc j'ai jamais été, rejeté par les Suisses et les Suisses apprécient peu les frontaliers, mais les Français qui s'installent, il y a aucun problème avec eux. J'ai jamais entendu un Suisse, critiquer un Français qui s'est installé en Suisse, qui a fait la démarche de voilà, prendre une adresse en Suisse, son permis et cetera. Mais c'est vrai que, entre les Français qui s'installent et les frontaliers, il y a quand même c'est un monde, les frontaliers étant des gens qui sont en gros pour des Français des millionnaires puisque ils ont des salaires suisses qui dépensent en France et qui font venir en France. Donc les frontaliers sont extrêmement arrogants, se prennent vraiment pour des Français en Suisse et pas pour, des gens qui viennent travailler en Suisse, gracieusement. Donc ils sont absolument insupportables, j'en ai fréquenté. Donc voilà, les Suisses ont raison, sur beaucoup de points et pour bien s'intégrer, il suffit de le reconnaître, quoi. Tout simplement, j'avais dit: «Il suffit de ne pas faire le malin». Donc oui, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que si on cherche à s'installer en Suisse, ou du moins à se rapprocher de la Suisse d'une manière ou d'une autre, il faut absolument pas passer par l'étape, voilà, ça va être le sens de ma question, par l'étape frontalier. C'est une mauvaise idée de se dire ça va être une étape transitoire. Il faut se lancer, même si on n'a pas de travail déjà. On y va au culot en Suisse directement, et on... Comment ça se passe? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes frontalier, alors c'est pas impossible, hein, mais par exemple, les loyers à la frontière suisse, en France, sont les mêmes prix que les loyers dans le canton de Vaud, par exemple. Si vous êtes à la frontière genevoise, puisque beaucoup de frontaliers, c'est comme ça, si vous êtes à la frontière genevoise, dans les terres comme, Annemasse ou des coins comme ça, vous allez payer un loyer délirant et vous allez pas avoir d'avantage compétitif par rapport au fait d'habiter en Suisse. Après, rentrer direct en Suisse sans travail, c'est quand même c'est assez audacieux, hein, parce que il faut avoir un pécule de côté et vite trouvé, parce que les loyers sont chers quand même. Donc voilà, après vous pouvez vous débrouiller, si vous avez pas de famille, vous êtes un garçon ou une fille, seul, vous pouvez vous pouvez lancer dans une coloc et cetera. Il y a des combines comme ça. Mais c'est pas rien. C'est pas rien, il faut oser. Je dirais que l'idéal, c'est quand même d'avoir trouvé un travail avant parce que en plus, c'est l'employeur qui vous trouve qui vous pas qui vous trouve, mais qui fait les démarches pour que vous obteniez un permis de travail. Donc c'est important de trouver un travail. Mais voilà, après en Suisse, il y a plein de formations, il y a plein de ça recrute quand même pas mal. Donc dans l'idéal quand même, trouver un travail avant. Et si vous voulez y aller, si vous voulez y aller, dites-vous bien que c'est pas comme en Europe de l'Est où vous débarquez avec 5 000 € et puis vous pouvez tenir 1 an, quoi. Avec 5 000 € en Suisse, vous tenez, 6 mois, quoi, max. Ok, c'est intéressant effectivement. Donc pas de life hack particulier pour les jeunes aventuriers en Suisse. Il n'y a pas de vraiment... Enfin si, il y a la solution de la coloc dont tu nous as parlé un petit peu. Mais sinon, voilà, le mieux c'est quand même de... C'est pas un pays où on arrive au culot, c'est ce que j'entends de ce que tu me dis. Pas trop, non. Après ça peut se tenter quand même, hein. J'ai des connaissances en Suisse qui vivent un peu de bric et de broc, heu, mais faut être courageux, quoi. Faut être courageux et puis il faut quand même avoir un plan en tête et puis il faut quand même se dire que il va falloir bosser parce que vous allez pas pouvoir rester si vous bossez pas, quoi. De toute façon, il vous faut un permis pour être en Suisse donc passez les 3 mois, si vous avez rien, en fait, vous aurez pas de permis puis il faudra dégager, quoi. Donc la Suisse, faut y aller, mais faut y aller pour bosser. Oui, naturellement, donc c'était dans l'optique, hein, je précise si ce n'était pas clair, évidemment dans l'optique de travailler, mais sans avoir de garantie, le temps de trouver un travail. Très bien, je pense que tu as été entendu sur ce point qui éclaire peut-être certains rêveurs qui pourraient avoir
cette envie d'y aller une main devant, une main derrière. Donc j'en viens à ma question suivante. Quels sont les clichés qui te semblent fondés sur la Suisse et à contrario, ceux qui te semblent infondés? Heu, bonne question. Alors, je dirais qu'il y a cette tendance à prendre les Suisses pour des cons, hein, un peu comme, quand on est français, c'est un peu les Suisses, les Belges, c'est un peu la même, on les classe ensemble et puis on dit, on les prend pour des abrutis. Ça, je dirais que c'est un cliché qui est pas fondé. Je trouve les Suisses très rationnels et très intelligents. Ce qu'on prend pour de la bêtise, en fait, c'est peut-être simplement leur, surtout pour les Suisses allemands, leur caractère, très, on va dire très placide quoi, peu rigolard, qui en fait des gens, voilà, pour nous les Français qui sommes un peu plus déconneurs, c'est vrai que, les Suisses allemands, c'est pas les plus rigolos, ils sont là pour bosser et puis basta quoi. Donc voilà. Dans les clichés qui sont vrais, toujours il y a le côté travailleur, les Suisses ça travaille, ça ils se plaignent pas, voire peu, voire pas plutôt. Donc jamais d'histoire de grève ou de machin comme ça. Heu, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les clichés qui sont faux, après j'avoue que je connais pas énormément les clichés sur les Suisses. Si tu en as en tête, moi ça je peux t'aider et je peux te je peux te donner mon avis à la limite, mais hem, Bah, il y a celui, oui, alors tu l'as déjà évoqué, il y a celui selon lequel ils sont extrêmement gentils, voire trop gentils. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me viennent en tête bah, qui sont très riches, qui seraient tous riches. Euh, mais ça, encore une fois, peut-être que les Sénégalais se disent la même chose des Français, donc la comparaison fait mal. la comparaison fait mal. Je le reconnais, mais bon, importe le Sénégal devient le Sénégal, hein. Euh, Eh oui. Est-ce qu'il y aurait un autre cliché qui me viendrait là, à première vue, non. J'avoue que, alors, autant j'avais posé cette question également à Arnaud Mille sur les Américains, et j'avais plein de clichés sur les Américains de près, autant sur les Suisses, c'est vrai que, hormis leur gentillesse, vraiment limite gênante de notre point de vue, et leur richesse qui nous apparaît comme mirobolante par rapport à celle de nos ressortissants, je n'en vois pas vraiment. Donc non, moi je dirais ces deux-là. Je dirais la gentillesse excessive et la richesse manifeste, ou du moins, non pas forcément manifeste, mais une grosse richesse. Ce seraient les clichés qu'on aurait, ouais. Et c'est l'autre cliché, c'est il y en a un là que j'ai trou que j'ai repensé, c'est que c'est propre. Alors oui, c'est propre en Suisse. Globalement, c'est nickel. Ok, ouais. Ça c'est un bon cliché. C'est un bon cliché. Enfin la gentillesse c'est un bon cliché aussi également. Et puis on pourrait même dire que la richesse est un bon cliché aussi. Donc il ne s'agit pas de les incriminer en donnant ces clichés-là. J'avoue que, à contrario, je n'ai pas par exemple de clichés négatifs sur les Suisses. Euh, Il y a absolument rien de négatif qui me vient Ouais. sur les Suisses. C'est vrai que peut-être qu'ils ont cette image que les Français disent du mal d'eux, mais je ne vois pas ce qu'on pourrait dire de mal d'eux, quoi. Euh, donc j'avoue sécher. Si tu me demandes plus de détails, j'avoue sécher. Tant mieux dans un sens. Ouais, ouais, c'est la preuve que c'est un peuple, certainement de qualité, si Très certainement, très certainement. Alors, j'en viens à une autre question. Alors, est-ce un pays qui a la culture entrepreneuriale, ou est-ce plutôt limité en termes de possibilités pour de petits investisseurs privés? Et peut-on facilement y monter une affaire rentable? J'entends par là plus facilement qu'en France. alors, oui, la Suisse, c'est un pays qui est marqué par, encore une très forte, une industrie fortement présente avec, beaucoup de grands groupes, bon, évidemment l'industrie de l'horlogerie, de l'armement, de comment on appelle ça? De laboratoire, médical et cetera et il y a eu voilà, il y a la Suisse a un bon réseau de grosses entreprises et aussi de beaucoup de petites entreprises et c'est vrai que c'est un terrain idéal pour développer des entreprises parce que vous avez un alors oui, vous aurez un coût du travail, plus haut, mais si vous êtes tout seul, vous vous en foutez. S'il s'agit de démarrer, vous aurez un coût de travail plus haut, mais vous avez beaucoup de systèmes mis en place pour vous faire démarrer et puis
Et puis le taux d'imposition est misérable, quoi, et le taux d'imposition est misérable, les systèmes de comptabilité sont faits pour vous simplifier la vie quand vous commencez, heu, très peu de simplicité légale aussi, donc non, c'est un très bon pays pour démarrer. C'est un très bon pays, vous êtes au cœur de l'Europe, vous êtes à côté des grosses places financières comme Zurich et Genève avec, des grosses entreprises qui sont là, des marchés en fonction de ce que vous voulez faire. Donc c'est bien mieux qu'en France. Après, le seul problème, c'est que, vous êtes hors de l'Union européenne. Alors oui, la Suisse est liée par plein d'échanges, mais si on devait parler de «problème» entre guillemets, c'est que voilà, vous allez avoir peut-être des petites contraintes, on va dire administratives supplémentaires. Et alors, question un peu candide, mais en termes de douane, en termes de frais de douane sur les marchandises, est-ce qu'il y a une imposition qui est plus lourde sur l'import ou sur l'export? Comment ça se passe? Ouais, C'est une bonne c'est une question, question pointue. Oui, non, c'est vrai que c'est peut-être pas ton domaine en particulier, mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser pour des entrepreneurs qui voudraient faire de la marchandise à l'import ou à l'export en Suisse, ou une petite activité d'artisanat, par exemple, où il y a beaucoup d'achats sur Internet, où forcément ils vont le importer, problème exporter. le problème c'est que c'est pas tellement, c'est pas tellement les taxes à l'import et l'export qui vont vous poser problème, c'est que vous allez avoir un coût d'exploitation qui va être plus élevé en Suisse si vous vous lancez dans l'artisanat parce que, bah, les matériaux coûtent plus cher, la main-d'œuvre coûte plus cher et cetera, donc vos produits seront plus chers, quoi. C'est juste ça. Ok, c'est intéressant. Oui, donc effectivement, cela dépend de l'activité que vous voulez mettre en place. Il n'y aura pas de Oui. réponse universelle. Il y a quand même une tendance bien plus fertile pour les jeunes entrepreneurs qu'en France. C'est ce que je note, c'est ce que je Ah oui, retiens oui, de ton ça propos. c'est clair. Dans tous les cas, la Suisse, bien sûr, bien sûr. Ce qui n'est pas difficile en soi, si j'étais taquin, mais effectivement, c'est toutefois appréciable pour les expatriés, les jeunes expatriés qui voudraient monter une affaire en Suisse. N'hésitez pas. Question suivante. Pour un jeune Européen, alors là je m'adresse plus volontiers aux référents braves, hein. Pour un jeune Européen qui souhaiterait intégrer la section suisse des Braves, quelle serait la marche à suivre et en quoi cela pourrait-il être positif pour lui, s'il n'est pas spécialement militant, s'il n'a jamais rejoint de groupe communautaire, quel est l'avantage pour lui, comment ça pourrait être sympathique, en quoi cela pourrait être sympathique pour lui. Alors il y a 2 possibilités. Enfin, la possibilité principale, la plus simple, c'est de se rendre sur le site des Braves, lesbraves.org et puis, de s'inscrire et alors vous pouvez, vous inscrire et demander à rejoindre la section et puis, sinon si vous voulez pas, vous inscrire et rejoindre les Braves, parce que nous en fait, on est une section, comme beaucoup d'autres, on est une section, fédérée, aux Braves, d'accord? Donc on travaille, avec eux et puis, on fait partie des Braves. Donc vous avez cette possibilité de passer par le site. Sinon, vous pouvez envoyer un message, sur sur Telegram, heu, à l'arrobase helvétius11 et puis, je vous con vous con vous pouvez me contacter directement et puis à ce moment-là, je vous réponds et puis on peut se rencontrer et puis voir, si on peut faire un bout de chemin ensemble. Sachant que la section des Braves de Suisse, bah, qu'est-ce qu'on fait? On est une section, assez nombreuse maintenant, avec, un groupe Telegram sur lequel les individus, qui sont dans la section communiquent régulièrement les uns avec les autres, organisent des choses et cetera. Donc on est dans toute la Suisse romande en plus, donc vous avez la possibilité d'avoir un réseau un peu sur toute la Suisse, que ça soit Neuchâtel, Valais, Fribourg, même un petit peu, Genève et Vaud et puis vous avez tout cet ensemble qui vous permet de voilà, avec des personnes qui travaillent dans différents domaines, ce qui vous permet d'avoir, une première approche, un réseau «préfet» entre guillemets, prédisponible avec, des gens, qui sont,
sympathiques, motivés et qui sont toujours prêts à aider, notamment quand il s'agit, d'une expatriation. Voilà, un groupe qui s'entend bien, assez nombreux, répartis sur toute la Suisse, motivés, avec aussi, heu, des sorties, récurrentes avec, des individus, je dis des individus, on dirait que je fais un rapport de police, mais des individus, de tout acabit. Heu, non, mais en tout cas des braves qui sont, voilà, qui sont disposés à aider tout le temps et puis, qui travaillent vraiment dans tous les domaines et sur toute la Suisse. Donc c'est, c'est assez cool si vous voulez, vous rendre en Suisse, et avoir des coups de main, des conseils et cetera, voir, des possibilités, peut-être qu'ils peuvent vous aider à trouver un travail en fonction de leur domaine, ils connaissent les choses et cetera. Donc diversité, des parcours, diversité des lieux de résidence, c'est les seules diversités qu'on a, mais voilà, et du coup, la section est assez grande pour, accueillir tout le monde. Je dirais donc pluralité plus que diversité. Oui, voilà, Voilà, parfait. pluralité des parcours et des individus, Et des individus, les fameux individus. les Très fameux. bien, très bien, très bien. Alors, est-ce que simplement tu pourrais épeler l'adresse Telegram que tu as donnée, si c'est Ouais, possible, pour nos auditeurs? Je pense que ils apprécieront. alors, vous pouvez, c'est donc arrobase sur Telegram et puis HELVETIUS 11, Helvétius 11. Ok, je te remercie. Je pense que ça a été entendu. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre les Braves, si vous voulez rejoindre la section suisse des Braves, eh bien n'hésitez pas, vous avez désormais la possibilité de le faire via le site comme a dit Flo ou via Telegram à l'adresse qu'il vous a donnée. Très bien. Alors, question suivante. Est-il vrai qu'il y a très peu de vie nocturne en Suisse ou cela fait-il partie des clichés infondés? Alors, c'est je pense que je suis pas la meilleure personne pour répondre à ça parce que j'ai très peu fait de vie nocturne pour ma part, mais par contre, j'ai des amis qui en ont bien plus fait, mais le truc, c'est qu'ils étaient sur, Genève, et Genève, en tant que grande ville, bah, a tout le nécessaire pour accueillir, la vie nocturne de tout le monde, quoi. Donc je peux pas dire qu'il y en a pas. Après, peut-être qu'en fonction des je pense notamment en Suisse allemande, ça doit pas être la même histoire, et je pense qu'il faut pas trop s'amuser à traîner dans les rues parce que les gens aiment pas le bruit. Heu, mais et puis dans les villages, alors là évidemment, je pense pas que ça soit, il y a peu de vie, par exemple là dans le village où je suis, il y a pas de vie nocturne, mais la petite ville à côté, bah, elle est assez vivante la nuit, et puis en contrepartie aussi dans le village, il y a une vie par contre, diurne du coup pour le coup, mais il y a beaucoup d'activités qui sont proposées, des rencontres, des fêtes de village et cetera. Donc ça compense un peu. Donc c'est une brave population qui se lève avec les poules et se couche avec. Plutôt ouais, plutôt. Après c'est vrai que dans les grandes villes, en particulier heu, en Suisse, romande, heu, c'est moins vrai parce que là, dans les grandes villes, bah, on va trouver boîte de nuit, rue piétonne et compagnie quoi, avec, ça bouge le soir quoi. Ok, donc voilà, sachez eh bien adapter votre destination au mode de vie que vous souhaitez naturellement. Alors, à quel Voilà, après il y a pas de profil... secret, hein. Excuse-moi, hein, je Non, dis non, je t'en juste, il y a prie, pas de vas-y. secret. Quand vous avez une vie étudiante, bah, vous avez de la vie étudiante le soir, quoi. Donc si vous allez à Genève, vous avez toutes les universités, donc les étudiants, ils sortent le soir, quoi, forcément. Naturellement. Donc dans la suite logique de ma question précédente, à quel profil conseillerais-tu la Suisse et à contrario, à quel profil la déconseillerais-tu? Je conseillerais évidemment les familles avec, si possible, les 2 parents qui travaillent ou alors un des 2 qui a un assez bon revenu, un assez bon travail qui lui permettrait d'avoir un bon revenu pour couvrir, toute la famille. Heu je pourrais conseiller aussi aux jeunes diplômés qui sont dans un domaine,
un domaine, qui recrute. Voilà, c'est pas les domaines qui manquent, hein, mais par exemple tous les domaines, on va dire les diplômés en sciences, en ingénierie, en Suisse, ça va recruter. Et puis, vous avez aussi du travail dans les métiers manuels, heu, qui manquent de bras, hein, donc si vous pouvez prendre la place, si vous pouvez prendre la place de des Africains qu'on nous fait venir en disant qu'il y a pas d'autre choix, ça pourrait être pas mal, quoi. Donc évidemment la restauration, évidemment tout ce qui est paysagiste, évidemment le bâtiment. Voilà, vous avez du travail dans tous ces domaines, donc ça fait un peu tout le monde finalement, mais et puis évidemment, si vous êtes un jeune et puis que vous voulez vous lancer dans les études, bah, ça peut être une bonne porte d'entrée de venir en Suisse pour les études et puis de commencer, pour vous insérer directement sur le marché du travail suisse. Mais c'est vrai que là, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué au niveau de ce que ça va vous coûter la vie en Suisse. Disons que, si vous êtes un étudiant, que vous n'avez pas vos parents qui peuvent se permettre de vous financer derrière, eh bah, va falloir venir en Suisse et bosser direct à côté. Voilà, donc ça, c'est un peu la contrainte. Mais je dirais en priorité, les familles. En priorité les familles. En second, les célibataires qui ont, un travail, qui est demandé. En troisième, les célibataires qui ont un travail, qui est demandé, mais un travail plus manuel et cetera. Et puis éventuellement, les jeunes qui veulent faire des études ou alors les jeunes qui alors là, mais là, c'est vraiment les très jeunes qui voudraient, apprendre un métier manuel. La Suisse propose de super formations qu'on appelle les CFC, heu, des super formations, par exemple, je pense à électricien ou ce genre de choses, où là, vous êtes en apprentissage directement et du coup, ça vous permet d'avoir un salaire direct, même s'il est faible et puis de vous débrouiller. Voilà, si je devais faire un ordre un peu des propositions. Ok. Et à contrario, quel profil vraiment devrait s'abstenir de réfléchir à la Suisse? Que ce soit sur le plan d'ailleurs socio-économique, comme sur le plan, voilà, on parlait de la vie nocturne, donc également sur le mode de vie, etc. Alors évidemment, je devrais dire les gens qui ont un métier qui va être extrêmement concurrencé, je pense, et je pense par exemple au métier, tout ce qui est, commercial un peu, c'est-à-dire, tout ce qui est secrétariat, toutes ces choses-là et cetera. En Suisse, vous allez prendre de plein fouet la concurrence des natifs, des Suisses locaux, avec, avec un marché de l'emploi saturé. Donc je dirais, les métiers, heu, les métiers intermédiaires, peu demandés, à éviter. Ça, faudrait mieux trouver une autre solution. Si vous êtes une famille où, il y a qu'un seul des 2 qui travaille, heu que vous avez pas, vous allez avoir un revenu insuffisant en fonction de la zone où vous vivez. Si vous êtes seul, vous travaillez dans le bâtiment par exemple, vous allez gagner 5 000 francs par mois, puis que, vous allez, vivre, sur Genève, en fonction de là où vous vivez, à éviter quoi. Si vous venez en famille, il vaut mieux que les 2 travaillent ou que vous soyez celui qui travaille et un revenu, soit dans un secteur qui paye bien quand même parce que voilà, faut pas y aller à la légère non plus, vous engagez vos enfants derrière. Donc ça, heu et puis voilà, je dirais surtout ces genres de profils. Ok, intéressant. Je pense que le message est passé à ce niveau-là. Je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon d'ailleurs de ce qui constituait une expatriation solide en Suisse. Enfin, c'est mon impression. Peut-être qu'il y a des questions que je n'ai pas soulevées. Peut-être que tu en as une en tête. Si tu as quoi que ce soit d'ailleurs à ajouter qui te semble important à dire sur l'expatriation en Suisse, un conseil, une suggestion, quelque chose qui n'a pas été dit, que j'aurais oublié, n'hésite pas à le faire, Flo, c'est le moment, je t'écoute. Alors la seule chose que je peux dire, c'est en particulier pour les Français, voilà, quand vous venez en Suisse, il faut pas vous attendre à avoir autant de secours que vous avez en France. Donc si vous venez en Suisse, faut vraiment vous dire: «C'est l'occasion pour moi, heu, oui, de tripler mon salaire, mais va falloir bosser». En Suisse, la semaine est à 40 heures.
On attend de vous que vous bossiez bien, que vous comptiez pas vos heures forcément, tout le temps, que vous râliez pas. Donc c'est vraiment une autre dynamique, heu avec la France, vous aurez pas l'État derrière vous. Vous aurez des aides, hein, bien entendu, il y a des allocations familiales, bien entendu, il y a des choses il y a des choses qui peuvent vous aider à payer vos assurances, mais voilà, c'est fini la sécurité sociale, en mode on vous paye tout, gratos. Vous allez avoir plus de frais, c'est un autre mode de vie, mais si vous êtes dans un domaine, qui recrute et cetera, vous allez gagner plus, vous allez pouvoir augmenter votre niveau de vie, vous allez vivre, dans un pays, vous avez encore plein d'endroits où c'est vraiment, il n'y a pas besoin de se retirer à des milliards de kilomètres, vous allez avoir plein d'endroits où vous allez vivre encore, entre Européens. Si vous avez une famille, ça vous permettra de mettre, vos enfants dans des écoles encore 100 européennes ou, 90, mais c'est déjà bien. Donc, voilà, c'est franchement, c'est un changement de paradigme. La Suisse n'est pas hostile aux Européens qui s'installent, mais faut leur montrer que, un vous les respectez, puis que 2 vous avez envie, quoi. Voilà, si je vais dire, un peu résumé, quoi. Ok, bah merci beaucoup, ça me semble très pertinent et je pense que ça éclairera nos auditeurs qui souhaiteraient s'expatrier ou du moins réfléchir à l'expatriation en Suisse. Je te propose que nous passions à des questions que j'ai envie de poser à un historien. Eh bien pourquoi? Parce que j'ai regardé l'émission que tu avais fait sur la chaîne des Braves, que je salue évidemment, que j'ai trouvé très pertinente. Je me suis d'ailleurs permis de mettre un commentaire pour le dire. Donc voilà, je le dis aux participants de l'émission s'ils m'écoutent, j'ai trouvé votre émission tout à fait pertinente, même si, même si j'aurais pu chipoter sur certaines figures que je n'aurais pas placées exactement de la même façon, mais je pense que le ton était sympathique, était amusant et que ça a permis d'éveiller un petit peu au sujet des gens qui n'étaient pas forcément attirés par le sujet en tout cas. C'est un bon format et je vous en félicite et ça a toute mon admiration. Ceci étant dit, quelle est la première question que j'aurais envie de poser à un historien faisant partie des braves? Ah si on te met cette double casquette, tu me vois venir. Je vais être un peu taquin. Je vais te demander quel est le plus grand mensonge de l'histoire de France pour l'historien que tu es? Ah ouais, ah ouais, toi tu vas sur, ce genre de questions, quoi. Heu, le plus grand mensonge de l'histoire. Ça peut être également depuis l'Antiquité, hein, avant que l'entité France, voilà, hein, je dis l'histoire de France, disons l'histoire du territoire aujourd'hui, Mmh. de l'entité française, aujourd'hui c'est l'entité française, avant c'était la Gaule évidemment, la gallo-romanité, ça peut même être avant, soyons fous, même si on toucherait plus à un domaine préhistorique pour le coup, mais voilà, mensonge de l'histoire de Bon, France, d'hier à aujourd'hui, heu, disons-nous. je suis dans mon cœur, je suis un royaliste, voilà, même si je ne demande pas le retour du roi aujourd'hui, mais mon petit cœur, de Français, est encore attaché à la monarchie, donc je vais être obligé d'attaquer la Révolution française, même si, je sais que c'est le courant de l'histoire, mais pour moi, un des plus gros mensonges qu'on a construit autour de la Révolution française, même si, les historiens aujourd'hui font un bien meilleur travail, mais le récit autour de la Révolution française qui est resté dans la tête des gens comme, étant un mouvement d'émancipation dû à la au à comment dire? À la figure quasi totalitaire du roi, c'est une des constructions mythiques, les plus imbuvables, je trouve, de l'histoire de France. Très bien. C'est drôle, ça m'évoque. J'avais écouté une vidéo de Michel Drac, que je salue, euh, qui avait un conseil que je trouve admirable sur le sujet. Il disait, quand vous voulez vous renseigner sur un sujet en histoire, en particulier la Révolution française ou ce genre de sujet extrêmement clivant, vous lisez deux bouquins. Vous lisez un historien qui est favorable à la Révolution française et vous lisez un historien qui est très défavorable à la Révolution française, et vous allez avoir des éléments factuels qui vont être les mêmes,
mais raconté d'une manière tellement différente que ça va vous permettre de voir à quel point le sujet est politisé, quoi. Et je pense que c'était un conseil qui était tout à fait pertinent parce qu'effectivement, même si les éléments sont factuels, par exemple, on sait que le 14 juillet, il y a eu la prise de la Bastille, à très peu de choses près. On sait qu'il y a eu le serment du jeu de paume, on sait qu'il y a eu les canonnades de Napoléon quelques années plus tard contre les Blancs. On sait qu'il y a eu voilà, tout un tas d'événements qui sont factuels, mais racontés différemment selon le point de vue depuis lequel on se place, et qui donnent un récit très différent. Donc je suis assez d'accord, je pense qu'il y a eu un gros travail de mythologie hein, autour de la Révolution française qui a été admirablement mené en particulier au 19e siècle. Hein. J'ai en tête Jules Michelet, euh, Mmh. pas que évidemment, mais j'imagine que c'est le plus emblématique de ce qui a pu être raconté au 19e siècle dans les écoles par les hussards noirs. Euh, donc très bien, j'en prends acte. Alors si j'ai... Allez, soyons fous, est-ce que tu en aurais un deuxième qui te viendrait? Alors je vais être voilà, peut-être impertinent, mais pour t'orienter peut-être, euh, j'ai entendu une théorie, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut sur le plan de l'historicité, de l'historiographie ou autre, mais j'ai entendu qu'il y avait une remise en cause par certains du concept même de Renaissance, et que finalement nous serions restés dans une forme de Moyen Âge jusqu'en 89, ou à très peu de choses près jusqu'au XVIIIe siècle en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Est-ce qu'elle est valable ou est-ce que c'est saugrenu? Est-ce que alors, sur le disons que sur le mode de le fonctionnement du pouvoir, on peut pas dire qu'il y a eu de grandes ruptures à partir des années 1450, heu, si on fait partir la Renaissance je sais pas, bon, si on prend la chute de Constantinople qui est un peu la classique, date de départ de la Renaissance, on peut pas dire qu'il y a eu une rupture dans l'exercice du pouvoir qui permet de parler de période de Renaissance. La Renaissance, en tant que rupture artistique, même artistique et intellectuelle, aujourd'hui, on se rend compte que les racines, de cette Renaissance ont déjà lieu, on commence déjà en Italie, avant 1400, commence déjà au XIIIe siècle et cetera. Donc oui, mais j'ai envie de dire que c'est pas vraiment un mensonge, c'est plutôt les historiens qui réévaluent ou qui affinent leurs critères de domination de nomination et de, mmh et d'évaluation des périodes historiques, quoi. Non, mais si on peut parler d'un vrai mensonge, là, ça m'en vient un, heu, mais c'est pas un en fait, je pense pas que les historiens ont menti à une période. Mais je vais plutôt parler de ce qui reste dans la tête des gens, c'est peut-être par rapport aux Gaulois finalement. La plupart des gens, tout l'univers qui a été créé autour d'Astérix et puis l'univers mental autour des Gaulois, classent, les Gaulois comme un espèce de peuple, de débiles mentaux, qui, mangeaient des sangliers et puis qui faisaient pas grand-chose d'autre. Heu et bien finalement, c'est ça qui est resté dans la tête des gens, alors qu'en réalité, on se rend compte, plus le temps passe, que c'était une civilisation, relativement développée, qui avait des contacts avec les Grecs, qui avait repris la philosophie grecque et cetera. Donc je pense pas qu'on soit en fait, je pense que la période des grands mensonges historiques a disparu. Il y a encore des sujets, quelques sujets de tension, mais la plupart des sujets de tension, autour de l'histoire, chez les historiens, n'existent plus vraiment. Heu la période par exemple, pour la Révolution française, la période des Mona Ozouf, qui font des interprétations communistes, de la Révolution française ou ce genre de choses, c'est quand même un peu passé. On a en fait, maintenant, les périodes historiques sont assez apaisées, mais maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a des relectures par des historiens, idéologisés de périodes historiques entières. Par exemple, un Patrick Boucheron qui nous explique que la France, n'a jamais été la France parce qu'en fait, c'était, voilà. En fait, lui, il est, spécialiste d'une partie de l'histoire médiévale et puis il nous propose une histoire mondiale de la France, sur, 15 000 ans bientôt. Bah, c'est pas du travail sérieux. Je dirais que le travail des historiens
aujourd'hui est quand même globalement de qualité, même si ça reste des sciences humaines, donc on a des dérives, mais je trouve que la période des grands mensonges historiques à la Michelet qui nous explique qu'en gros avant 1789 on était, des bêtes de somme et puis qu'après c'était le paradis, est terminée. C'est un peu mon avis, quoi. Ok, donc c'est très intéressant. Alors, est-ce que tu attribues ça, je vais creuser un petit peu, parce que ça me semble très intéressant, est-ce que tu attribues justement cette fin des grands mensonges historiques au développement justement de l'information avec Internet, etc., donc à l'impossibilité pour les pouvoirs, pour les gouvernements de maintenir justement un récit mythologique, ou est-ce que vraiment il y a une évolution de la déontologie des historiens, et une déidéologisation de l'histoire. En fait, c'est compliqué parce que d'un côté, je trouve que les historiens ont des méthodes de travail qui sont de qui sont toujours meilleures, comment dire? Qui s'affinent de plus en plus et qui viennent de qui gagnent en qualité, mais il y a pas de il reste il reste, en fait, dans l'étude de l'histoire, je trouve qu'il y a moins d'idéologie, mais pourtant, une fois que cette histoire est étudiée, les conclusions qui vont être tirées vont être, en fait, il y a plus d'honnêteté sur les faits. Mais, il y a une tendance à, l'idéologisation des conclusions. Mais on va reconnaître les faits. Par exemple, le typique, je sais qu'à droite on l'aime pas, mais c'est Johann, Chapoutot, qui a écrit sur la Seconde Guerre mondiale et puis qui a écrit sur le nazisme. C'est une des références, sur la question du nazisme. C'est un ignoble gauchiste qui, en gros soutient la LFI et cetera. Et ben, lui, il a écrit des livres sur le nazisme, qui sont de très grande qualité et qui vont à l'encontre, de tous les préjugés, heu gauchiste sur le sujet, dans le sens, quand on les gens disent: «Ah ouais, mais Hitler, il était fou, puis les nazis, c'était des débiles», Chapoutot, lui, il a écrit un livre pour dire, en gros, c'était des gens surdiplômés, hyper rationnels et froids, et calculateurs, quoi. C'était pas des débiles, c'était des gens, voilà, très intelligents et cetera, pour un peu donner l'idée. Heu Après, aujourd'hui, il tient des discours en disant: «Oui, mais en fait», il y a quelques années en arrière, il disait, «L'époque actuelle n'a absolument rien à voir avec les années 30» et il bâchait à chaque fois qu'on lui posait cette question. Puis aujourd'hui, bah, il a dû rentrer un peu plus dans le combat politique, alors il se dit, «Ah oui, mais en fait, oui, ça me fait penser aux années 30». Donc c'est ridicule, mais ces livres qui ont été écrits ne disent pas ça, donc ce qu'ils disent, ça n'a plus d'importance. Mais je dirais que sur les faits, il y a une plus grande qualité du travail et puis, donc plus grande qualité du travail sur les faits, apaisement des conflits, hein. Tout simplement, il y a plus de monarchistes aujourd'hui, donc il y a plus vraiment d'enjeu à se prendre le bec sur, 1789 ou pas. Et puis, voilà, restent les sujets il y a quelques sujets qui restent des sujets de tension, c'est, en fait, les sujets qui sont les plus frais finalement et parce qu'on a une nouvelle population chez nous, mais les sujets de tension qui restent aujourd'hui, c'est la colonisation. Ça, c'est un vrai sujet de tension. Voilà, typiquement. Mais c'est les historiens qui vont faire le travail sur ce sujet, on va pas les ils vont faire ils globalement, ils font tous du bon travail. Il y a pas il va y avoir des en fait, les gens qu'on voit passer beaucoup à la télé, généralement, c'est pas ceux qui publient beaucoup. C'est aussi ça que c'est aussi par ça qu'on est biaisé. Mais globalement, il y a plus trop de sujets, de tension en histoire et puis le travail sur les faits est assez objectif et d'assez bonne qualité et voilà. Après, il arrive qu'il y ait encore une idéologisation des conclusions des historiens, mais ça ne remet pas en cause, tout le travail, je trouve. Voilà un peu les éléments que j'identifie. Très bien. Bah, ça me semble extrêmement intéressant. Je pense même que dans un sens, ça appellerait, ça justifierait que je t'invite pour un entretien entier sur l'histoire, parce que j'aurais évidemment beaucoup de questions à te poser. Et je trouve tes réponses nuancées et intéressantes. Donc voilà, je lance l'invitation dès maintenant. Pour un entretien histoire spécialement. Donc on ne sera plus sur un format quitter le Mordor comme aujourd'hui, mais là c'était très annexe, hein, au sein de l'entretien. Mais voilà, c'est l'idée que j'ai à t'écouter. Alors, une dernière question, et puis ensuite nous rendrons l'antenne, comme on dit. Euh, Quel est ton personnage préféré de l'histoire de France? Grande question, la fameuse question.
Grande question. Si c'est vraiment dur de trancher, allez, deux ou trois. Mais dans l'idée quand même, celui qui te vient, celui qui les dépasse tous, ou celle, Pour moi, j'aime beaucoup Louis XI. Louis XI, heu, pour moi, l'araignée donc. voilà, ouais, incroyable roi incroyable qui a qui a fait vraiment basculer, qui a fait vraiment, après la guerre de 100 ans, qui a fait vraiment basculer le royaume de France en en quelque temps, en récupérant en fait, par sa puissance d'intrigue, à récupérer des pans entiers du royaume de France, voilà, enfin, en tout cas, son génie machiavélique un peu, m'impressionne. Hem, Oui, c'est ce que J'aime vous, beaucoup Richelieu aussi. c'est ce que vous disiez hier. Je crois que vous parliez de lui quand vous disiez c'est Tywin Lannister. C'est oui, c'est exactement ça. Oui, oui, non, mais c'est le parallèle me semble tout à fait pertinent quand on connaît un petit peu l'épopée de l'araignée. On sent que Martine s'en est, à mon avis, largement inspiré. Et tu me demandais, des personnages en général ou des politiques? Enfin, dans le sens, Ah, des chefs d'État. j'ai dit personnage. Pour être très large, ça te laisse le champ libre. Alors, dans ce cas-là, si je peux dire personnage, je peux dire, je peux dire Chateaubriand, qui est, pour moi, peut-être le plus grand écrivain de l'histoire de France, heu, qui a laissé des écrits incroyables qui m'ont marqué, qui ont forgé ma jeunesse. Ça a été un des premiers grands auteurs que j'ai lus. Une plume hors du commun. En plus, quand vous aimez l'histoire, il traverse cette période Révolution française jusqu'à la Restauration, puis la chute, puis Louis-Philippe un petit peu, et c'est moi outre-tombe. Donc, pour moi, Chateaubriand, c'est voilà, dans les personnages français, c'est un des GOAT aussi. Et puis, Alors, si j'étais taquin sur Chateaubriand, je lui ferais peut-être un peu la même remarque que lui fit Maurras. Euh, je sais pas si tu me vois venir, si tu sais ouais, de quoi je parle. Voilà, c'est vrai la que critique des romantiques. alors la critique du romantisme c'est une chose, mais c'est aussi la critique d'un certain romantisme infertile. Mais c'est parce que je suis plus politique que littéraire, même si j'adore la littérature et que j'aime beaucoup Chateaubriand à titre littéraire. J'avoue que l'attitude qu'il a pu avoir à la Restauration me déplaît. Parce qu'il l'a appelée de ses voeux pendant des années, et finalement, quand elle est venue, il n'a pas su l'accueillir. Parce qu'il était dans une forme de passéisme justement romantique. C'est là où le romantisme était assez, comment dirais-je, infertile, puisque ça a mené à, voilà, c'était là, je le voulais, ah ça y est, c'est là, et maintenant j'en veux plus. C'est quelque chose Ah non, que, mais je suis d'accord que politiquement, c'est zéro, mais là, je parle de l'artiste surtout, quoi. naturellement, C'est séparons l'homme de l'artiste, évidemment. Non, non, c'était pour être taquin, voilà, tu commences à me connaître au bout d'une heure et demie d'entretien. Voilà, je suis taquin, j'aime bien provoquer, et c'est vrai que j'aime beaucoup, à titre littéraire, évidemment, Chateaubriand, mais je m'inscris assez dans la critique de Maurras. ouais, ouais, non, mais c'est très juste. C'est très juste. Et puis le dernier, c'est peut-être, dans l'histoire française, c'est alors là, pour le coup, c'est un auteur, encore un auteur, que j'aime énormément, c'est Alexandre Dumas. Alexandre Dumas qui vous permet de vous en fait, de vous faire, découvrir la littérature, aimer l'histoire de France, vivre l'histoire de France. Voilà, pour moi, Alexandre Dumas, c'est aussi une référence, dans dans, les grands hommes de l'histoire de France, quoi. Après, il y en aurait plein d'autres, hein, mais c'est ceux qui, personnellement, parce que moi, je suis un fou furieux de la lecture, donc c'est j'ai forcément les auteurs prennent le pas, mais heu, mais ouais, ouais, c'est ces 2 là, quoi. Ah, ils ne sont pas à minorer, moi je suis bien d'accord avec cela, ils ne sont pas à minorer pour autant, je pense qu'ils ont eu un rôle métapolitique extrêmement important, et sur le rayonnement culturel français, ils ont participé de plus d'événements que nous ne pourrions en imaginer finalement. Euh,
c'est inquantifiable. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est inquantifiable le rayonnement d'un Dumas, le rayonnement d'un Chateaubriand sur l'ensemble du monde. C'est absolument inquantifiable. On peut quantifier certaines choses politiques beaucoup plus facilement. C'est vrai qu'en termes de littérature, c'est absolument inquantifiable. Et en cela, je suis tout à fait d'accord. Alors, qu'as-tu pensé d'ailleurs de l'adaptation des Trois Mousquetaires au cinéma avec Vincent Cassel, Romain Duris, etc. Du bien ou très sévère? Alors, j'ai pas vu, en fait, je l'ai pas vu. J'ai vu le Comte de Monte-Cristo, mais j'ai pas vu Les Trois Mousquetaires. Alors, qu'as-tu pensé du comte de Monte-Cristo? Puisqu'on est dans cette... comment dirais-je? On a quand même, faut le dire, hein, c'est positif. Je pense que la classe des acteurs a quand même entendu partiellement les attentes des Français de se ressaisir un petit peu du roman national. Donc ça c'est quand même très positif. Et c'est vrai qu'on a eu en très peu d'années plus de films inspirés de notre glorieuse littérature et de notre glorieuse histoire que les 10 années précédentes. Donc le comte Ouais, de non, non, Monte-Cristo, est-ce que tu en as pensé du bien? alors, c'est pas fidèle au livre, mais c'est pas grave. C'était quand même, heu, une super adaptation. Honnêtement, c'était agréable, c'était vraiment, c'était en fait, pour du cinéma français, j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Ça faisait plaisir d'enfin voir, enfin voir quelque chose d'un niveau acceptable pour du cinéma français. Les images étaient belles, j'ai tout après je suis pas une grande critique de cinéma, hein, il m'en faut peu pour me satisfaire, mais mais le film était vraiment de qualité, il était long et pourtant on voit pas le temps passer donc non franchement, je recommande. Ça fait voilà, pas de message politique sous-entendu, pas de diversité, pas d'histoire tordue, heu, sexuelle, dans tous les sens que vous voulez, s simplement une histoire, voilà, une histoire. On vous raconte une histoire et c'est pour ça qu'on va au cinéma aussi. C'est vrai. Et soyons fous, et ce sera ma dernière question, as-tu vu le fameux Napoléon de Ridley Scott? Malheureusement, ouais. Malheureusement, oui. Heu, en fait, j'ai vu les critiques et je me suis dit: «Ouais, bon, allez, il est nul, mais au moins il y aura peut-être des scènes stylées» et quelle erreur d'avoir pensé ça. C'est la première fois de ma vie qu'au bout de 45 minutes, j'ai failli me barrer de la salle, quoi. C'était, une purge sans nom, une purge sans nom. Parce que ce qui me restera, je crois que c'est la canonnade sur les pyramides de Gizeh. Ah ouais, aucun sens. Une scène qui n'a aucun sens. Et puis alors pareil, après la scène où il va limite, faire une bise, taper une bise à la momie, enfin, tu sais, tout le long des enchaînements de scènes incompréhensibles comme ça, je comprends pas. En fait, je comprends pas. J'ai même pas de mots, je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que Moi, je dirais que la seule chose qui pourrait sauver relativement le film, c'est la performance de Joaquin Phoenix, euh, qui reste globalement bon dans son incarnation, mais ça correspond hein, finalement à la vision que les Américains se font des, euh, des fresques historiques, c'est-à-dire vraiment tourner autour d'un personnage avec un rôle, un acting très fort sur le rôle principal, et puis autour des libertés curieuses qui sont prises ci et là. ouais, ouais, c'est Non, toi bon, tu as même pas pensé du bien de moi l'acting moi de Joaquin Phoenix? bah, je l'aime beaucoup, hein. Moi, je fais partie de ceux qui ont trouvé, Joker incroyable, par exemple, comme film. Donc je suis vraiment en bon public avec Phénix, mais là, c'était franchement, c'était pas possible. C'était au-dessus de mes forces, Ouais, je comprends. que j'ai vu. C'est j'ai La façon dont il joue Napoléon comme un espèce, d'éjaculateur précoce, obsédé sexuel, c'est Oui, c'est vrai qu'il y a eu franchement, il y a une lecture qui a été et puis de cuck, hein, il faut le dire, hein, vraiment aussi, ouais. ils en ont fait un gigantesque cuck quoi. Je suis pas sûr que ça correspond bien à l'anthropologie du personnage quoi. Le mec qui a régné sur la moitié de l'Europe, bon, est-ce que vraiment c'était un cuck? Ouais, je suis pas sûr non plus. Ok. Bon, cela dit, on a beaucoup de points d'accord sur les adaptations qui sont faites, et puis les personnages que tu as cités, au-delà de ça, voilà, hein, puisque c'était quand même la question initiale,
sont très intéressants, donc je retiens Louis XI dit l'araignée, Chateaubriand et Alexandre Dumas. Ça se pose là quand même en termes de référence. Bravo à toi. Et eh bien, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir gentiment répondu à mon invitation pour cet épisode de Quitter le Mordor en Suisse. Merci encore à toi, Flo, et merci au public, évidemment, de nous avoir écoutés. Eh ben, merci à toi, Tom. Merci de l'invitation. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Merci. Ciao, bonne soirée.